Namasté. Bienvenue sur la chaîne Boguru Mario. Aujourd'hui, nous entreprenons la partie 24 du livre Comment éveiller le rêveur. Dans la partie précédente, nous avons terminé avec la question de la personnalité, des changements de personnalité apportés par la réalisation spirituelle. Ici, l'auteur nous met une mise en garde et nous annonce une grande vérité. Tu sauras que tu as changé quand les autres t'en feront la remarque. Effectivement, quand les autres nous disent « Ah, t'as changé, il me semble. T'es différent maintenant, t'es plus comme avant, t'as développé telle ou telle qualité. » C'est là un point très important. Parfois, nous croyons nous-mêmes avoir changé dans tel ou tel domaine. Et souvent, nous sommes déçus parce que l'on constate que l'ancien comportement revient à toute vitesse. L'ancien comportement ou l'ancienne façon de penser. C'est toujours sous le regard des autres que nous formons notre personnalité. Et effectivement, c'est aussi par le regard des autres que nous savons que des changements sont survenus. De même, aucune cure géographique ne peut déplacer le problème. L'ego suit comme une ombre et les difficultés avec. Il y a bien des gens, et ils sont nombreux, qui croient qu'en changeant de pays, en changeant de logement, en changeant de ville, ils vont changer leurs problèmes et leur personnalité. Ils croient être la victime de leur entourage, autant des gens que des circonstances qui les entourent. C'est ce qu'on appelle finalement une cure géographique. Changer d'endroit, changer de pays, changer de lieu, changer de ville. Mais tout cela ne règle rien. L'ego nous suit, dit-on, comme une ombre, et les problèmes qui s'en suivent avec. Ça ne change rien de changer quoi que ce soit à notre habitat ou à notre entourage. Tu ne fais alors que changer le contenu du rêve. Au lieu de rêver dans un tel ou tel appartement, tu rêves dans un autre. Au lieu de rêver dans telle ou telle forêt, tu rêves dans un désert, par exemple. Tu continues à rêver quand même. Voilà qui met fin au chapitre 6. Nous allons tout de suite commencer le chapitre 7. Et nous tombons vraiment dans le très très vif du sujet puisque nous allons parler de la première étape. Souvenez-vous que nous avons expliqué qu'il y a 3 étapes pour connaître l'éveil spirituel, la réalisation spirituelle. La première étape consiste à apprendre la vérité, la seconde à s'en convaincre et la troisième à la réaliser, c'est-à-dire à la rendre réelle. Commençons le chapitre dès maintenant. Première étape. Au début, il faut découvrir la vérité. Pour ce faire, il faut lire, etc. C'est-à-dire lire, fréquenter des gens qui sont déjà réalisés, des maîtres, des gourous, écouter des satsangs ou des conférences. Mais il faut aussi apprendre à nous connaître, à voir le fonctionnement de notre esprit, corps, conscience, de notre caractère. Il faut apprendre à se connaître tel que nous sommes et non pas tel que nous pensons que nous sommes. Par l'attention et la méditation, nous observerons ces états de conscience jouer leurs différents rôles. Pendant un temps qui semble infini, nous devons nous observer comme des spectateurs attentifs pour voir ce qui se passe réellement dans chacun de ces états. Effectivement, il est bon, par exemple, au réveil, de se rappeler les rêves qu'on a faits. Il y a des gens qui ont cette facilité, d'autres ne se rappellent jamais d'avoir rêvé, mais ce n'est pas plus grave que ça. Pour ceux qui se rappellent avoir rêvé, il est bon d'examiner comment ce rêve se déroulait. Nous ne sommes pas toujours le personnage principal du rêve. Parfois, c'est d'autres personnages qui sont mis en scène. Et nous, le moi normal, ordinaire qu'on connaît, en est absent. Et pourtant, on s'identifie à ces personnages. Par exemple, en rêve, je pourrais être, je ne sais pas moi, un jeune homme de 20 ans qui veut se marier. C'est un exemple, évidemment. Et je m'identifierai à ce jeune homme, même si ce n'est pas moi en réalité. C'est important d'observer ces étapes. Et bien sûr, par la méditation et l'attention, on peut également se permettre d'examiner et de voir
en quoi consiste notre caractère, quels sont nos défauts et nos qualités, bien que je n'aime pas vraiment faire la différence, la discrimination entre les défauts et les qualités. Pourquoi? Pour la simple raison que parfois un défaut peut devenir une qualité. Admettons que je suis une personne agressive et violente, c'est un défaut, c'est un mauvais trait de caractère. Mais si quelqu'un m'attaque et que je me défends correctement, ça devient une qualité. Il en va de même ainsi pour chaque qualité et chaque défaut. L'un peut devenir l'autre. Mais il est important de voir comment nous sommes faits, comment nous agissons, quels sont nos désirs, quelles sont nos peurs, quel genre d'histoire on raconte, quelle image on veut donner aux autres, comment on veut paraître devant les autres, si on veut paraître intelligent, bon ou instruit ou peu importe. La conscience n'est pas facile à saisir. La science, la psychologie, la médecine, la philosophie, aucune de ces branches n'est encore parvenue à ce jour à définir clairement la conscience. On l'a déjà dit. Elle échappe à toutes les descriptions et à toutes les analyses. Comment peut-on décrire le fait de connaître, le fait d'être? C'est ça qu'est la conscience. C'est le fait de connaître, être le connaisseur, le sujet. Les scientifiques la localisent dans le cerveau, dans la tête, dans l'esprit. Ils n'ont certes pas tort. Mais comme les pensées, même en disséquant ce que se dit cerveau, on ne trouve aucune trace de la conscience. Et cette même conscience, où va-t-elle dans le sommeil profond? Si la conscience était un objet matériel que l'on pouvait toucher, que l'on pouvait disséquer, les scientifiques l'auraient fait depuis longtemps. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils découpent des cadavres, d'êtres humains ou autres. Et est-elle disparue ou simplement rangée dans un tiroir, cette conscience, lors du sommeil profond? Il nous faut bien reconnaître que la conscience n'a pas besoin de la participation volontaire de l'ego pour fonctionner. C'est-à-dire que dans le rêve, l'ego, ce qu'on appelle la personnalité, s'efface pour laisser place à des personnages de tout genre. Parfois, ce sont des personnages habitant notre passé, habitant notre mémoire, mais parfois, c'est l'imagination qui les crée purement et simplement. Par exemple, dans le rêve, nous ne sommes que des spectateurs. Notre volonté s'efface. Nous n'avons pratiquement aucun pouvoir, si ce n'est celui de nous réveiller lorsque, par exemple, un cauchemar devient trop lourd, épeurant ou insupportable émotivement. La conscience n'a donc pas besoin de nous. J'entends par nous l'ego, le moi, le petit je, ce que nous considérons comme étant le moi normalement. Effectivement, la conscience n'a pas besoin de nous et nous n'avons que très peu de pouvoir sur la conscience individuelle. La preuve, c'est qu'il suffit d'une injection ou de l'inhalation d'un gaz quelconque pour sombrer dans un sommeil profond, presque le coma, un état si profond et si déconnecté de la réalité que je pourrais subir une opération, peu importe à quel endroit et pendant combien de temps. Je serai comme absent, la conscience sera absente. Je n'aurai plus conscience des douleurs qui me sont causées et des gestes qui se passent autour de moi. Il importe donc, pour commencer, d'observer ces états de conscience et de chercher à mieux les cerner, à mieux les comprendre. Parce qu'on peut atteindre un certain niveau de compréhension de ce qu'est la conscience. Je vous donne un petit indice, c'est la connaissance, le fait de connaître. On connaît le rêve, on le vit par expérience, on connaît ce qu'on appelle la réalité. Là aussi, on la vit par expérience, c'est une expérience directe. Cela demande du temps et de l'attention, évidemment. Et aussi un peu d'audace, je le répète encore. Qu'est-ce que la conscience si ce n'est une forme de connaissance? Mais une connaissance plus profonde, un savoir en fait. Nous savons quand nous en avons conscience. Personne ne peut mettre ce savoir, cette connaissance en doute. La conscience est la lumière de l'expérience. C'est elle aussi qui va laisser toutes ces traces dans notre mémoire. Nous sommes conscients et nous mémorisons ce dont nous sommes conscients et que l'on veut bien retenir.
On peut faire des efforts pour travailler notre mémoire et se souvenir, se rappeler de certains faits, comme par exemple la table des multiplications quand j'allais à l'école. J'ai dû me forcer, j'ai dû en prendre conscience pour les apprendre. C'est donc la conscience qui laisse des traces dans la mémoire. En effet, nous ne nous souvenons que de ce dont nous avons eu conscience. Dans le sommeil profond, il semble y avoir absence de conscience. Et nous ne conservons, semble-t-il, aucun souvenir de cet état. Lors du rêve, la conscience réapparaît. Nous en avons parfois souvenir. Cela laisse une trace dans la mémoire. Mais il est important de remarquer que dans le sommeil profond, même si la conscience individuelle s'efface, il demeure une forme de conscience. C'est ce qu'on appelle la conscience primaire, primordiale, la conscience universelle. La preuve n'est-elle pas qu'à notre réveil, on dit « Ah, j'ai bien dormi et que je me suis reposé, j'étais donc bien ». C'est donc qu'il reste une forme de mémoire de l'état dans lequel on était lors du sommeil profond. C'est important de le noter ici. J'ai entamé le prochain chapitre, mais on ne pourra le terminer. Mais parce que je veux apporter quelques précisions avant de partir. Cette première étape s'effectue donc de deux façons. La première par l'attention quotidienne, c'est-à-dire l'attention au moment présent, et la seconde par la méditation. L'attention sera pratiquée jusqu'à ce que l'état d'éveil soit permanent. Voilà, nous allons nous quitter sur ces belles paroles pour aujourd'hui. L'attention sera pratiquée jusqu'à ce que l'état d'éveil soit permanent. L'attention au moment présent est l'un des points les plus importants. L'attention et la méditation. Mais évidemment, on ne peut pratiquer la méditation 18 ou 20 heures par jour, bien qu'il y en ait qui le fait, je le sais. Mais en temps normal, dans une vie sociale normale, on ne peut pratiquer la méditation à plein temps, bien que l'état méditatif puisse devenir présent presque toujours. Mais l'attention est un outil, un sabre tranchant qui vient nous amener la discrimination entre le vrai et le faux. Alors, on va se quitter pour aujourd'hui et je vous demande effectivement encore de faire connaître la chaîne Bougourou Mario à vos amis, à votre famille, à vos connaissances et aussi de vous abonner, bien sûr. Vous pouvez toujours me faire parvenir vos questions et vos commentaires à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @ gmail.com. À la prochaine.